Mirador, parole directe, l'interview de la fine bouche Ebani. Mirador, ici, la parole est directe. Alors, je le disais, la sous-région ouest-africaine est en proie à 3 difficiles transitions militaires. Nous mentionnons Talibé au Mali, en Guinée et au Burkina. Les juntes militaires mettent la CEDEAO à rude épreuve sur le chemin du retour à l'ordre constitutionnel. Une situation qui fait planer le risque de voir d'autres militaires interrompre des mandats légaux de président pour s'incruster au pouvoir. Parallèlement au climat anxiogène de ces 3 transitions en cours, les dirigeants et autres experts de l'espace CEDEAO doivent donc approfondir le diagnostic de la gouvernance politique actuelle, un exercice indispensable si l'organisation veut contrer le spectre grandissant des transitions militaires. Alors question, la CEDEAO travaille-t-elle réellement à parer au plus pressé? D'ailleurs, l'organisation sous-régionale ne montre-t-elle pas trop de signes d'impuissance face à la force de frappe des putschistes ouest-africains? Voici donc des questions que nous posons maintenant à Dr Gouressi Kondé, président du parti Arena, ancien ministre de la République. Il est déjà dans nos studios. Dr Gouressi Kondé, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci de l'invitation. Très joli bazin, il faut le rappeler. Merci beaucoup. Merci. En tout blanc. Talibé, première question. Docteur, il est vrai que vous avez été absent du pays pendant un bon moment, mais vous suivez la détérioration de la situation suite notamment à l'entrée de cette transition dans le, la spirale des manifestations violentes. Alors, quelle analyse faites-vous de cette dégradation? Est-ce qu'on en a suffisamment fait pour éviter d'en arriver là après 11 mois de transition? D'abord, je dois vous remercier de l'invitation et vous féliciter des performances et résultats qui s'affichent. C'est toujours bon de voir des jeunes cadres guinéens très professionnels faire la différence. Merci beaucoup. Ceci dit, oui, vous avez raison. Nous ne pouvons que regretter la détérioration du climat sociopolitique. Nous ne pouvons que le regretter. Ceci est un fait et il faut se poser 2 questions. L'historique des questions. C'est-à-dire que, où est le problème? Où est le problème? C'est-à-dire, le FNDC veut manifester. Il veut manifester pourquoi? Alors, il veut manifester. Est-ce que quelqu'un peut me dire en un mot quelle est la réponse à cette question? Pourquoi le FNDC veut manifester? Il me semble que le FNDC a demandé la mise en place d'un cadre de dialogue. Si tel est le cas, c'est simple. Que le président de la République, le président de la transition, désigne 1, 2, 3 personnes. Écoutez, consultez vos pairs et mettons ensemble le cadre de consensus, un cadre de synthèse. C'est aussi simple que cela. Il faut que les Guinéens aient confiance aux Guinéens, à des Guinéens, que des solutions simples. Il faut adoucir l'État. Bien. Il faut sortir de l'esprit de confrontation et de démonstration de force. Des égos de part et d'autre. Ce n'est même pas en fait une question d'ego, c'est une question de schéma. C'est-à-dire à quoi voulons-nous en venir? Si on veut détruire l'autre, il sait qu'on veut le détruire, il va se rétracter et faire ce que lui, il sait faire, ce que lui, il peut faire, quel que soit pour survivre, quel que soit le prix à payer. Il faudrait qu'on revienne au schéma guinéo-guinéen, qu'on revoie, même aujourd'hui. Une crise n'est jamais gérée trop tard. Absolument. Une paix n'est jamais évitée trop tard. À 5 minutes de la crise, il y a encore la solution à la crise. Et le recul n'est pas une faiblesse. J'invite les autorités de ce pays aujourd'hui à voir parmi nous, parmi vous, Arbidote, pour dire, puisqu'il en est ainsi, nous envoyons une personne vers vous pour recueillir votre avis précis sur cette question, comparé à l'avis de quelques autres, et ensemble, on va s'asseoir pour discuter. Docteur Gouressi Kondé, dans le même élan, il faut rappeler que la CEDEAO a désigné donc un médiateur qui est l'ancien président béninois Thomas Yahi Boni, qui était en Guinée. Il devrait être là, je crois bien, le jour de la manifestation même de FNDC, mais après, je crois, ça a été reporté pour ce dimanche. Quelles sont les solutions aujourd'hui qui s'offrent à ce médiateur de la CEDEAO pour nous sortir notamment de cette impasse que la Guinée est en train de traverser aujourd'hui? Écoutez, Omo, je crois que, encore une fois,
la solution doit être guinéenne. Il faut une conscience nationale. Si nous voulons régler nos problèmes, la CEDEAO ne sera que complémentaire. Si nous voulons régler nos problèmes, qu'est-ce qu'on va faire? Je compare à d'autres pays qui ont partagé les mêmes expériences. Je viens du Niger et du Burkina. Quand les questions se posent, on trouvera toujours un Guinéen. On doit toujours trouver un Guinéen de bonne foi. Donc vous pensez que la solution, elle est d'abord guinéenne? Et il faut fondamentalement, et d'abord, c'est l'État guinéen. Bien. C'est le pouvoir qui doit organiser les voies et moyens de facilitation du dialogue. Ce qu'on appelle la construction du dialogue. Le président Yahi Boni a un mandat de la CEDEAO pour venir auprès de notre État, auprès des organes de la transition et des populations guinéennes pour un renforcement de capacité. Mais si ça ne trouve pas qu'il y a un soubassement guinéen, c'est-à-dire qu'une atmosphère, un lien de confiance entre les acteurs guinéens, ça n'ira pas. Bien. Encore une fois, la solution est bien à portée de main. Il suffit juste d'éviter la mentalité de rapport de force, d'épreuve de force, de montrer ses muscles, montrer à l'autre que je suis plus fort que toi, mais dire que faisons-nous de notre pays. Et à partir de ce moment-là, moi-même je vais vous proposer, et d'autres, pour dire, mais parlez avec les gens. Qui vous connaissez en Guinée qui puisse refuser de vous adresser la parole si vous voulez connaître son avis? Il n'y en a pas. Donc, la CEDEAO n'a aucune force en dehors de la société guinéenne et de l'État guinéen. Et la bonne volonté de l'État guinéen, de la transition guinéenne, des autorités de la transition doit être mise au premier plan. Bien, mais docteur, moi, ma préoccupation, c'est justement comment stimuler cette conscience nationale dont vous mentionnez tantôt, dans la mesure où on assiste forcément à un entêtement de part et d'autre, puisque les uns réclament un cadre de dialogue et les autres estiment que ce cadre de dialogue n'est pas pour le moment nécessaire. L'entêtement, madame, moi je pense que l'État est trop fort pour s'entêter. Et j'ai l'impression que l'État s'entête. Je le regrette. L'État est trop fort pour montrer ses forces. Bien. L'État est déjà une force. Il faut, encore une fois, ce que les uns et les autres veulent mettre dans le panier. Qu'est-ce que les gens veulent? Il ne faut pas sélectionner les interlocuteurs quand il s'agit des questions d'intérêt national. On sait, lorsque vous dites la vérité, tout le monde sait. Lorsque vous jouez, les gens savent. Mais dès que vous allez dans la transparence, vous facilitez à vous le travail et aux autres le travail. Tous les chefs d'État que la Guinée a connus ont connu un problème qu'on appelle l'entourage. Bien. L'entourage, ce ne sont même pas les collaborateurs, mais c'est ceux qui vous applaudissent de loin et qui ne connaissent même pas vos préoccupations. On peut régler ce problème-là en Guinée. Bien. Alors, oui. Dans la foulée, il y a les manifestations du FNDC, puisqu'il faut en parler. Il y a eu beaucoup d'appels appelant le FNDC à renoncer, mais le FNDC qui a été dissous par le ministre de l'administration du territoire dit qu'il y a eu plusieurs moratoires qu'ils ont accordé assez de chance, notamment au gouvernement. Et on va aujourd'hui vers cette comptabilité macabre avec notamment la réquisition de l'armée par le ministre Mori Doumbouya. Mori Kondé. On a vu après ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui devrait être fait aujourd'hui, notamment en termes de gestion des manifestations, pour éviter qu'on retombe dans cette comptabilité? On va joindre à cela la question de Mohamed Kaba et puis vous répondrez. Oui, Mohamed Kaba. Non, ce que je veux dire à docteur qui est très introduit à l'international, la Guinée, heureusement, nous échappons pour le moment aux sanctions de la CEDEAO. Est-ce que vous, en tant qu'un homme introduit, on pourrait préjuger d'un rôle dans l'ombre de la France? Et je vais donc commencer par la dernière question. Absolument. Bien. Allez-y. Je persiste et je dis ceci. Ceux qui pensent en Afrique, ceux qui pensent que nous sommes manipulés, veulent dire que nous sommes manipulables. Et moi, je refuse ça. Moi, je ne suis pas manipulable. Moi, je suis citoyen guinéen au service de l'Afrique. Et en âme et conscience, lorsque je ne peux pas répondre à une question, je connais un frère, un neveu, un cousin compétent en la matière pour discuter. Donc, je ne peux pas porter le chapeau de mes 63 années d'indépendance sur la tête d'une personne que mes grands-parents et arrière-grands-parents ont combattu.
Dire aujourd'hui que c'est la France qui nous manipule, ça veut dire la lutte des pères de l'indépendance a apporté quoi? Bien. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Moi, je pense que le gouvernement doit clarifier ses positions au cas par cas, sur le plan bilatéral et multilatéral. Pas d'illusion, pas de confusion. Bien. Mon problème est guinéen. Est-ce que l'ethnocentrisme des cadres, l'ethnocentrisme urbain n'existe pas en Guinée? Bien. Est-ce que la corruption n'existe pas en Guinée, la corruption des valeurs? Est-ce que les rapports de force ne Qu'est-ce que sont pas vous appelez utilisés en ethnocentrisme Guinée? urbain, docteur? Parce qu'au village, il n'y a pas d'ethnocentrisme Ouais, dans je nos Je suis villages. d'accord. Je suis d'accord. Il s'agit que l'ethnocentrisme, c'est dans la tête des cadres. C'est ce que j'appelle l'ethnocentrisme urbain. Et généralement, Bien. les cadres 40. Merci. Et puis, ça, c'est un vrai problème guinéen. Évidemment. On n'en a pas besoin. C'est une richesse, nos différences-là. Bien. Premièrement. Deuxièmement, pour la recette que Saïkou demande, la recette, elle est très simple. Je dis encore une fois, si le ministre Mori Kondé invite, quels sont les porte-paroles du FNDC? 3 personnes, venez me voir demain matin. Légal ou illégal, ce sont des Guinéens. Venez me voir demain matin. On va parler de ça. Parce que je ne veux pas de manifestation. Ça peut être violent. Alors, s'il n'y a pas ce venez me voir, il n'y a pas cet effort du plus grand et du plus fort, le plus faible va penser, écoutez, je ne suis pas considéré, je ne suis pas écouté. Moi, je ne suis pas un adepte de manifestation, je suis un acteur de paix et de dialogue. Bien. Mais je veux des efforts très concrets, rapides et immédiats de la classe dirigeante, de l'équipe dirigeante, vers ceux qui crient et ceux qui pleurent. Et je pense qu'on peut le faire. Alors, vous avez été au Burkina, vous l'avez mentionné tantôt, peut-être au Mali. On sent que la situation évolue plus ou moins de ce côté, puisque les acteurs s'écoutent et qu'il y a une sorte d'écoute aussi entre les gestionnaires de la transition et la CEDEAO. Je ne sais pas, on a l'impression qu'en Guinée, c'est tout le contraire. Qu'est-ce qui doit donc être fait à ce niveau-là? Et tout à l'heure, vous parliez du médiateur qui avait du mal à venir, même s'il a annoncé pour ce dimanche. Moi, je pense que les cas sont différents, cas par cas. Le Niger n'est pas dans ce cas de figure, mais confronté au même terrorisme que le Burkina. Mais ceci dit, c'est la société qui compte. Le Burkinabé, globalement, majoritairement, est juste. Je vais vous donner un petit détail. Il n'y a pas un seul parti politique au Burkina qui soutienne la transition, la junte. Dit, nous sommes alliés, tu n'oses pas. La junte a pris le pouvoir, on laisse la junte gérer le pouvoir et discuter avec ses interlocuteurs. Voilà, vous voyez un peu la différence. Ça, c'est burkinabé, ça. Premièrement. Deuxièmement, la dernière innovation. Un groupe d'intellectuels, anciens journalistes, le directeur fondateur du journal L'Événement et d'autres hommes politiques, ambassadeurs, ont créé un cadre d'interposition. D'accord. Pour dire, nous sommes un cadre d'observation, pour que ça ne dérape pas. Pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Voyez-vous? Donc, les sociétés ne sont pas les mêmes. Pour le Mali, c'est le peuple malien que j'entends crier là. Je connais les problèmes du Mali. Depuis 1963 à nos jours, on ne peut pas le résoudre sans les négociations avec les couches intérieures et les partenaires extérieurs. Le cas guinéen est complètement différent. Bien. En tout cas, en Guinée, aucun homme politique, aucun acteur politique ne dira désormais il vaut mieux que les militaires interviennent que de laisser l'autre continuer. Voyez-vous, nous avons dépassé ça. Bien. Ceux qui ont souffert politiquement hier, le mauvais traitement de l'adversité. Imaginez la cellule d'Alain Diallo qui pouvait penser un seul jour qu'après le départ du professeur Alpha Condé, et la cellule d'Alain Diallo serait en exil. Bien. Mais c'est incroyable. Ah, donc il est en exil, vous le confirmez? Ah, mais je dis bien sûr qu'il est en exil. C'est un exil qui ne dit pas Vous son nom. comprenez? oui. Mais dès que vous parlez, automatiquement vous suscitez des sensibilités que moi je combats. C'est-à-dire moi je veux qu'on soit objectif pour régler nos problèmes. Bien. Alors. Est-ce qu'aujourd'hui le pays redoute un scénario de 2009 lorsqu'on sait déjà que le FNDC n'entend pas du tout reculer, il projette déjà des manifestations et puis les dates ne sont pas pour le moment connues, mais elles feront l'objet d'une autre communication. Nous avons une chance et il faut l'exploiter. Quel est le front politique et social satisfait aujourd'hui? Je ne parle pas des avis personnels, des soutiens. Moi, je suis un des soutiens du CNRD, de toute évidence. Tous les cadres du CNRD que j'ai rencontrés, j'ai dit, je veux aider, je ne veux pas de place. Je ne veux rien d'autre. Je vais donner mon point de vue sur la base de mes connaissances et de mes expériences. Mais je n'ai pas d'interlocuteur. Et j'en cherche.
De toute évidence, je veux que ça marche. Je veux que ça réussisse. Maintenant, si vous voyez la société civile, vous voyez les partis politiques, vous parlez sur quel front aujourd'hui on sonne la satisfaction? Bien. Sur quel front on ne sonne pas l'inquiétude et les préoccupations? Donc il faut adoucir l'État, il faut aller vers les uns et les autres et dire ne gâtons pas ce pays-là, ne gâchons pas nos chances. Oui, Talibé et puis Akumba. Oui, docteur, cette transition elle est source d'inquiétude pour les acteurs sociopolitiques, mais aussi pour les acteurs économiques, parce que l'économie, justement, elle est vitale et elle implique la préservation de millions d'emplois de Guinéens. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que en tout cas, la sérénité, en tout cas la perte de sérénité dans la classe sociopolitique est pratiquement la même dans le secteur économique, dans le secteur privé notamment? Oui, ça doit être lié. Et je pense que c'est lié. Mais au demeurant, il y a un regard guinéen sur le secteur économique. Bon, je pense qu'une émission ne suffira pas, mais je vais rappeler rapidement. Bien. En 1965, il y a eu en Guinée ce qu'on appelle le complot des commerçants. Le complot Petit Touré. Et cela a éliminé l'élan des grands commerçants guinéens, des grands opérateurs guinéens. Qui émergeaient à l'époque. Non, qui s'imposaient déjà à l'époque du Zaïre à Conakry, en passant par le Libéria. Mais depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, donnez-moi le nom d'un seul opérateur économique qui a tenu le pavé en Guinée, qui est monté et qui est resté là-haut. C'est-à-dire que les Guinéens ne trouvent leur ennemi qu'au sein de ceux qui produisent mieux. Je vais donner un seul exemple de passage. Je pourrais en donner d'autres. Antonio Soare, par exemple, que j'ai connu en tant qu'étudiant. Pour rester dans les faits de nos jours. De nos jours. L'actualité. L'actualité. Je l'ai connu en tant qu'étudiant. Nous autres, nous sommes allés vers le service public, vers les questions politiques. Lui, il est resté dans la vision du patronat, de l'entreprise, du chef d'entreprise. Aujourd'hui, il est une marque guinéenne. C'est-à-dire que, bon, c'est difficile de comparer, mais lorsque vous parlez de la Corée, vous avez Samsung. C'est une marque coréenne. Le Nigeria, Dangote. Bon, alors, Dangote, ça c'est clair. Lorsque vous partez au Burkina, il y a 3 opérateurs économiques de très haut niveau qui n'ont pas le poids d'Antonio Soare, mais l'État les consulte, l'État les accompagne. Coris Bank, c'est une grande banque. Coris Bank, ouais. Ethiopian Airlines, c'est une marque éthiopienne. Ici, on était, quand vous parlez de El Balde sans loi aujourd'hui, qui se rappelle de lui? L'État n'accompagne pas. Alors donc, il faudrait fondamentalement que l'État cesse de faire la guéguerre à ceux qui inventent, à ceux qui produisent. Encore une fois, et qui deviennent par eux-mêmes. Le cas d'espèce dont je vous ai parlé, le cas de Antonio Soare, c'est un mécène. C'est-à-dire que depuis l'université, quand il gagne l'argent, il partage. Quand il gagne l'argent, il partage. Des États-Unis d'Amérique, je l'appelle, par exemple. Je dis, nous avons un ami que tu as oublié, il est à Zéro-Corée, il est paralysé. C'est réglé. D'accord. Alors, lorsqu'il en est ainsi, et il y a d'autres cas, on parle de KPC, on parle d'autres, il faut d'abord renforcer l'image du pays à travers son élite économique. Et ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui les champions, même dans le langage de l'Union africaine. Vous vous rappelez quand Alpha Condé était président en exercice de l'Union africaine, la question des champions à construire sur le continent était devenu même un programme. C'est-à-dire que ces hommes riches qu'il fallait booster, accompagner et protéger. Bref. J'ai un ami nigérien qui m'a dit Workovia. Il paraît que c'est Yorokovia. Que c'est une installation sportive. Je n'ai pas vu encore. Bien. Il a dit si nous avons ça au Niger, nous n'avons plus besoin d'aller dans les autres pays pour faire former nos gens. Qu'est-ce que je veux dire en substance? Il faut que les Guinéens apprennent à s'aimer. Bien. Il faut que les Guinéens apprennent à se renforcer. Lorsqu'il y a une manifestation, lorsque les explorateurs économiques peuvent contrôler les autres opérateurs économiques, ont des liens avec les autres opérateurs économiques, l'État sera moins chargé, il sera plus facile pour l'État de collaborer et de communiquer avec les commerçants, les artisans et les autres chefs d'entreprise. Et donc la transition doit tenir compte de cette dimension, de cette dimension qui est très absolument, absolument. C'est-à-dire que l'État guinéen doit se défaire de la soif d'éteindre les rapports de force. Parce que vous ne trouverez pas quelqu'un en Guinée qui vous dise ne touchez pas à M. Akumba parce que
il est bien. Dès que tu dis il est bien, tu as créé un problème. Bien. Il nous faut sortir de ça. Bien. Oui, Akoumba, pour continuer, on reste toujours dans le même chapitre politique, économique, bref, la transition. Oui, monsieur le ministre, moi je vais poser 3 petites questions qui me permettront de récapituler un peu votre lecture. Aujourd'hui, on est d'accord, à moins qu'on soit dans un camp un peu animé de myopie, laissez-moi exposer ma jeunesse, on est d'accord que la transition souffre. Et puisqu'on est d'accord qu'elle souffre, à votre avis, quel est le problème? Est-ce qu'on peut évaluer les problèmes qui font que la transition souffre à être une transition classique, une transition traditionnelle, c'est-à-dire qu'un pouvoir qui nous permet, après une révolution des palais, de quitter vers ce qu'on peut dire comme pouvoir de perception totalitaire, vers une ouverture démocratique. J'imagine que c'est ça la transition, vers une libération des activités. Aujourd'hui, quels sont les problèmes à votre avis? Et si on pouvait identifier les problèmes, quelles pourraient être les solutions ou la solution? Ça, c'est la première question. C'est une importante question. D'accord, je voulais enchaîner. Bon, sinon, j'attends. Allez-y. La question, elle est fondamentale, naturellement. C'est le diagnostic de la transition. C'est essentiel ici aujourd'hui. Je dis encore une fois, lorsque le CNRD a pris le pouvoir, je n'ai pas posé de candidature pour quoi que ce soit. CNT ou ceci ou cela. Pourquoi? Parce que leur réussite m'intéresse et me concerne légitimement. Je veux qu'ils réussissent. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui, sur l'écran, le RPG, est-il satisfait? L'UFDG, est-il satisfait? La société civile, est-elle satisfaite? Quelle est la couche aujourd'hui qui peut revendiquer avec satisfaction? Il nous faut corriger ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Certains sont en prison, certains sont en fuite, L'État a trop de moyens de coercition. Il faut varier. Chacun de nous est prêt à collaborer dans ce sens. Donc, je veux dire que globalement, il y a trop de fronts de contradiction et je demande très respectueusement et humblement au CND et au gouvernement de la transition de bien vouloir ramener l'État douce et quitter l'État confrontatif que nous avons connu précédemment il y a juste quelques années là. Donc le diagnostic, le bilan est préoccupant parce qu'il n'y a pas de dialogue. Et le dialogue est la chose la plus simple. Et vous savez pourquoi? Parce que ça peut commencer de l'inconnu au connu. C'est-à-dire que je suis de bonne foi, j'envoie une commission. Ça, c'est très africain. Moi, je ne peux pas partir, mais j'envoie quelqu'un pour aller vous voir. Et ce pouvoir a les moyens de le faire. Donc, la question du dialogue avec la CEDEAO, la question du dialogue avec les acteurs économiques, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, doit être une question, une préoccupation fondamentale. Si ce n'est pas réglé, il y a l'escalade que nous ne souhaitons pas. D'accord, je note dialogue comme solution proposée parce que on suppose que l'ensemble des problèmes qui feraient peut-être que la transition ne réussisse pas, c'est le harcèlement de l'élite guinéenne. Alors, l'élite de tous les côtés, économique, politique. Alors, vous m'envoyez vers le dialogue. Je suis d'accord avec vous sur le dialogue, mais le dialogue a des préalables. Depuis un certain temps, on est dans la réaction émotionnelle. C'est-à-dire chaque partie veut démontrer que c'est elle la plus forte, alors que la puissance est mesurée par rapport à la capacité de tolérance de celui qui veut être puissant. Mais la réaction émotionnelle a 2 catégories de résultats. Le perdant et le gagnant, et les perdants. C'est-à-dire les 2 parties perdent. Donc le conflit n'est pas réglé. La réaction rationnelle a une seule catégorie de résultats, les gagnants. Et ces gagnants-là, c'est le consensus. Aujourd'hui, à votre avis et selon votre expérience d'acteur de la société civile internationale, comment est-ce qu'on pourrait faire pour quitter le stade de la réaction émotionnelle qui a dominé pratiquement la vie de la société guinéenne durant cette transition pour aller vers la réaction rationnelle qui nous permettrait de réfléchir et de faire de tous les Guinéens les gagnants de cette transition? Écoutez, je me sens en parfaite harmonie avec vous. Je ne sais même pas s'il y a un commentaire, plus que ce commentaire et cette analyse. Le problème, c'est la recherche du gagnant. Le CNRD est le bilan d'un certain nombre de contradictions. Lorsque la classe politique ne s'entend pas, c'est-à-dire nous avons des acteurs politiques ici pendant des années que nous avons considérés comme des ennemis jurés, ce qui n'est pas normal.
Nous avons connu des États avoir des adversaires politiques et peut-être même les ennemis politiques, ce qui n'est pas normal. Lorsque vous arrivez à la suite de tout cela, vous prenez ce qui a été positif chez vos prédécesseurs. Tout n'a pas été mauvais, tout n'a pas été méchant. Vous prenez ce que vous avez de positif. Et vous tenez compte de l'applaudissement et de l'accompagnement et l'espoir que vous avez suscité. À partir de ce moment-là, vous ne vous fatiguez pas de rechercher des interlocuteurs. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir le fils de quelqu'un et que son village soit avec vous. Vous ne pouvez pas avoir le fils de quelqu'un en prison et que ça dit que ses parents, ses amis soient avec vous. Ce dont on a besoin, c'est des solutions africaines. Le consensus, moi je suis volontaire, sans condition et sans préalable. Bien. Je suis volontaire pour me mettre à la disposition des acteurs guinéens. Et je ne suis pas seul. On trouvera en 48 heures pour déposer un rapport et dire voilà les éléments clés, voilà les fondamentaux du dialogue et de la transition. Première solution. Deuxième solution, j'en appelle à l'élite guinéenne, aux cadres, aux universitaires. Il ne faut pas arrêter de réfléchir. Quand on écoute les comptes rendus d'un conseil de ministres, on a l'impression, écoutez, c'est quel pays ça? Bien. Il faut que les universitaires s'inventent, s'impliquent dans la réflexion pour questionner la société. Et les questions pertinentes que vous soulevez ici doivent être réglées dans des forums, dans les clubs de réflexion, Absolument. dans les débats, dans les conférences scientifiques, pour que le pays soit éclairé et que sauf les dirigeants soient éclairés. Sauf que malheureusement, docteur, la Guinée est devenue un théâtre d'injures de part et d'autre, un concert de vulgarité. Il faut en sortir. Et vous parlez des intellectuels, justement, certains le disent tout le temps, ils ont désormais peur de prendre la parole. Je suis d'accord. Publiquement, par crainte soit d'être interpellés ou inquiétés par l'autorité en place, ou d'être lynchés par l'opinion, au lieu que tout simplement qu'on accepte leur Je suis d'accord, c'est un mal guinéen qui doit être corrigé par des Guinéens. Et moi je suis optimiste en la matière. Deux solutions. Premièrement, la loi. L'impartialité de la loi, la transparence de la loi, la mesquinerie positive de la loi, c'est-à-dire que le détail de la loi, pour tout le monde et pour tous, peut freiner des velléités de démarcation et de déviance. Premièrement. Deuxièmement, les témoignages. Quel Guinéen a le courage de prendre la parole pour dire telle personne que vous accusez là, il n'est pas comme ça, hein, moi je le connais. Bien. Le Guinéen ne témoigne pas. Alors que c'est une petite société de 15 millions d'habitants, nous nous connaissons tous. Bien. Si on accuse Talibé Bari de quelque chose que je ne lui reconnais pas, le connaissant depuis plus d'une vingtaine d'années, je vais dire il faut avoir le courage. Je vais dire non, Docteur non, ce n'est Gouressi, pas lui ça. Gouressi, Bien. on se rappelle que Mohamed Beavogui, qui a dit clairement qu'il va pour un congé, même s'il n'est toujours pas là, avait quand même pris l'initiative de déclencher un processus de dialogue inclusif franc. On a mis les bâtons dans ses roues, on a vu ce qui s'est passé ici. Ce dialogue n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des personnalités dans le gouvernement qui peuvent notamment prendre l'initiative d'enclencher ce dialogue inclusif et sincère que nous voulons, notamment le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation? Écoutez, je vais parler du Premier ministre Mohamed Beavogui. À son actif et en ce qui me concerne, il m'a souvent appelé. Okay. Objectivement et sincèrement, Gouressi, ne t'éloigne pas de cette affaire-là. Mais je ne suis pas éloigné, je suis disponible et je ne suis pas seul. Mais il faudrait que cela soit conforme à l'esprit du dialogue. Voyez-vous? Oui. Donc, j'ai senti chez cet homme, à travers les échanges, une véritable volonté de créer un cadre de dialogue. Je dois le témoigner, je suis comme ça. En ce qui concerne le ministre Mori Kondé, que je connais, que je pratique, je sens chez lui une énergie de dépassement, de mutation. Il faudrait qu'il s'appuie sur les forces réelles. Les forces réelles, ce sont les différents interlocuteurs que nous connaissons tous. Dès que tu arrives à ces questions, à ces personnes-là, à ces groupes-là, mais tu t'es facilité le travail. Bien. Tout le monde est à leur disposition pour bien faire. Pour le moment, ce dialogue traîne et il faut le résoudre. Voilà, Diarraï, pour continuer. C'est vrai que la situation en Guinée a tendance à s'enliser et puis la CEDEAO qui prend la main pour justement apporter quelque chose à la Guinée. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui sur la démarche entreprise par cette institution sous-régionale? Et qui est donc confrontée à 3 transitions militaires
et qui, aujourd'hui, voit planer encore le spectre, pourquoi pas, de possibles coups d'État dans d'autres pays de la sous-région. La CEDEAO est en train de réfléchir sur une question, et moi j'ai ajouté la deuxième question. Comment résoudre le phénomène des coups d'État répétitifs? La CEDEAO et d'autres intellectuels et d'autres hommes d'expérience pensent qu'il faut créer un task force, une force d'interposition, d'intervention et de riposte. Ça, c'est une première approche contre les coups d'État et les faiseurs de coups d'État. Que le président en exercice actuel a déjà annoncé, Embalo. Le président Bazoum avait fait déjà allusion à ça après le coup d'État au Mali, et le président Embalo et d'autres sont dans cette réflexion. Moi, je suis dans une autre logique. Moi, je dis, lorsque vous prenez un pays comme le Burkina, il y a déjà 8 coups d'État. La Guinée a 4. La Guinée-Bissau a 12. Le Mali a 6. Et je vous parle des coups d'État réussis, pas des tentatives de coups d'État. Globalement, de 1960 à 2022, l'Afrique est à 82 coups d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos armées, qui n'étaient pas préparées à la guerre conventionnelle, ils sont intellectuellement, individuellement formés et équipés, ils s'ennuient. Et la seule chose qu'ils sachent faire, c'est de prendre le pouvoir. Bien. Surtout qu'il y a l'arme. Surtout que la mort d'homme est effrayante et effrayante pour tout le monde. Alors, la solution aujourd'hui, il faut que la question du partage du pouvoir avec les militaires dans les pays africains de façon pérenne soit discutée. Pour que nous ne nous surprennent pas tous les matins. Sinon, vous sortez de cette transition dans 3 ans. Dans 3 autres années, vous avez le prochain coup d'État. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour les militaires africains de l'indépendance à nos jours? Et qu'est-ce qui a pu empêcher le phénomène des coups d'État? Et je vous rappelle, je vais finir, c'est historique, c'est qu'à l'indépendance, il y avait 2 groupes de réflexion. C'est pourquoi j'aime les groupes de réflexion. Il y avait le groupe de Casa et le groupe de Morovia. C'est le groupe de Casa qui ne voulait pas qu'il y ait d'armée en Afrique parce que nous sommes des micro-États. Une armée malienne contre la Côte d'Ivoire, une armée ivoirienne contre la Guinée, une armée libérienne contre qui? Donc, ils ont dit, on n'avait pas besoin. C'est avec on avait plutôt besoin d'une armée, africaine, à l'échelle continentale. À l'échelle continentale ou sous-régionale. Ou peut-être des forces de sécurité. Alors, police, gendarme. Maintenant, pour les États, à l'intérieur des États, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les gardes républicains. Mais et une armée continentale. Et d'autres structures. Cette idée a été balayée avec l'intangibilité des frontières et ce qu'on appelle la conception africaine du pouvoir. Chaque chef d'État voulant avoir son drapeau, son hymne national, son armée. Et aujourd'hui, nous payons ce prix. Donc, la question n'est plus de savoir combien de temps va durer une transition en Afrique, mais comment gérer les transitions, au-delà des transitions, avec les militaires africains. Bien. C'est ça. Là-dessus, la junte au pouvoir et la CEDEAO ne parviennent jusqu'ici pas à s'accorder sur le chronogramme, le délai du chronogramme de la transition, que l'institution souhaiterait que la junte revoie à 24 mois. Et juste, c'est dans cette circonstance-là que le pays se trouve. Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait quand même s'attendre à des sanctions minimes, soit-il, de la part de cette institution pour la Guinée? Et qu'est-ce que cela pourrait quand même engendrer dans le pays? Je pense que le CNRD a échappé plusieurs fois aux sanctions de la CEDEAO. C'est là pour donner à la Guinée... Et on a envie de dire pourquoi et comment. Oui, la question mérite d'être posée, mais je me dis pour donner de l'oxygène à la Guinée et nous éviter de nous enfoncer encore plus. Ça, c'est mon premier sentiment. Le deuxième sentiment, ça, c'est qui n'engage que moi. Vous voulez 3 ans, d'accord. Moi, Kourissi Kondé, je n'ai pas de problème avec ça. Mais le contenu de ces 3 années, c'est de ça que je veux qu'on discute. Pour le moment, c'est ce contenu-là qui m'effraie et qui me perturbe. Et peut-être la façon de déterminer ce contenu... Je dis, il faut qu'on en parle. Chacun a ses idées là-dessus. Avec l'ensemble des forces. Je viens de vous dire que ma préoccupation intellectuelle, sociologique aujourd'hui, c'est l'existence des armées africaines qui n'ont gagné aucune guerre de l'indépendance à nos jours, mais qui ont gagné 82 coups d'État. Alors, pour régler ça, puisque ce sont nos frères, nos sœurs, nos fils et nos cousins, parlons ensemble pour que la présence militaire dans les États et dans la conduite des États soit effective et pérenne. Il faut y réfléchir. Mohamed Kaba. Non, docteur Glossi, moi je suis très bluffé par vos propos et cela ne m'étonne pas
vu qu'à l'international vous êtes célébré, la Guinée doit en faire autant et pourquoi pas être auprès du colonel Madou Doumbouya. Ceci dit, moi je vais rester dans le factuel. Vous avez dit tantôt que le Guinéen ne fait pas de témoignage. Le Guinéen ne réfléchit pas. Vous, docteur Grossi Kondé, s'il vous est donné de faire un témoignage, si docteur Kassori Fofana, que direz-vous? Bien. Écoutez, d'abord c'est un qui est en détention, il faut le rappeler. Et qui a très mal au genou. Je vais dire, bien, il a compris. Non, il n'entend pas sa réponse. Il a entendu. Et mieux, il n'a pas dit que le Guinéen ne réfléchit pas. Il a dit qu'il faut le respect des lois et les témoignages. Il faut réfléchir. Il faut témoigner. Pendant je vais dire rapidement, les questions de 5e colonne, vous vous rappelez pas. Quelqu'un m'a dit, un sage m'a dit, si jamais les Guinéens pouvaient dire au président Sékou Touré, mais tu te souviens de tes relations avec telle personne? Comment vous avez travaillé et grandi ensemble? Le Guinéen n'attire pas. Alors, moi, j'ai été leader d'étudiants en République de Guinée. Les uns et les autres dont vous parlez, les personnalités, ce sont mes camarades. J'ai été leur leader politique. Et j'ai une sorte de responsabilité morale de témoignage, premièrement. Secondement, je suis attaché aux valeurs de l'amitié. Ce ne sont pas des relations commerciales ou d'affaires. Je ne suis pas riche, mais je tiens à l'amitié. Aujourd'hui, les montants qu'on reproche à Kassori Fofana, ce qu'on dit, le connaissant bien, s'il avait ça, il aurait fait de Forêt-Karia un aéroport, il aurait mis à Forêt-Karia, c'est pas un port, il aurait aménagé, quitté tout ce que nous sommes en train de discuter là, pour déménager là-bas et vivre tranquillement et bonnement. C'est beaucoup d'argent ça pour un être humain. Bien. Et puis quand on le dit, on s'étonne, premièrement. Deuxièmement, vous avez El Hadj Amadou Damaro Camara, en 1985, condamné à mort. Après, libéré pour faire non établi. Après plusieurs mois, plusieurs années de prison. Il va en exil, il revient, il s'investit. Quelle que soit sa position et son positionnement, il est président de l'Assemblée nationale. Si on lui reproche quelque chose, c'est qu'il doit payer. Il faudrait que les faits soient établis, le jugement soit fait et qu'on dise, ouais, vous restez là. Donc le cas... Mais vous n'êtes pas pour les emprisonnements, en fait. Je ne suis pas pour les emprisonnements sans le bénéfice de l'inventaire. Il a parlé d'un état doux. Je dis, il faut rechercher des solutions. 4 mois de prison pour un être humain, pour un chef de famille, c'est lourd. Mais vous êtes dans un pays où les gens diront, mais laissez-les là-bas. Le Guinéen même peut dire, tuez-le. C'est pourquoi le chef doit être serein. Moi, j'en appelle à l'apaisement. J'en appelle à la raison. Et je sais qu'il y a toutes les sources, tous les leviers nécessaires pour que les Guinéens puissent s'aimer. Parce que le développement dont il est question est d'abord mental et individuel, ce qu'on appelle en sociologie la sociométrie. L'histoire des relations interpersonnelles qui favorise l'épanouissement de l'esprit. Voilà. Espérons que le soleil a bien entendu cela pour bien briller sur toute la Guinée et pour le bonheur de tous les Guinéens. Talibé, j'allais dire Akoumba, toute dernière question. Nous avons 1 minute pour finir. Ma position posée en 20 secondes. Non, je serai bref. Monsieur Kondé, la CEDEAO a désigné un médiateur, mais moi, dans ma naïveté, je suis confus. Est-ce qu'un médiateur est un facilitateur entre deux entités? Aujourd'hui, le médiateur désigné par la CEDEAO, est-il le médiateur entre la CEDEAO et la junte, ou est-il le médiateur entre la junte et l'élite guinéenne, donc les forces vives de la Guinée? Moi, j'aimerais bien qu'on clarifie cette affaire. Ou est-ce qu'il est médiateur sur les 2 points? Ça devient assez lourd. La deuxième petite question pour finir, parce que vous arrivez à couper ma tête, c'est que le 5 septembre, le colonel Doumbouya est vu en libérateur, protecteur, paternel. Je dirais pas maternel, mais paternel. Donc, il nous couvrait de sa chaleur. Il couvrait de sa chaleur de tous ceux qui avaient vraiment l'intention de se débarrasser du professeur Alpha Condé. Mais un peu plus tard, il est devenu le persécuteur de l'élite que vous décriviez tout à l'heure. Et donc, il a fait de ceux qui dansaient hier, qui le voyaient en libérateur, des victimes. Est-on déjà dans le triangle dramatique de Karpman? Est-ce que les ingénieurs de la crise, à votre avis, ont vraiment réussi à faire du colonel Doumbouya finalement le persécuteur? Oui. Je vais vous rassurer. Moi, j'aime le colonel Doumbouya à l'origine parce que je veux qu'il réussisse. Et lorsque je m'inquiète, je le dis à haute voix. Il faut que les Guinéens aident le colonel Doumbouya pour qu'il sache ce que nous n'aimons pas. Il sait ce que nous aimons.
quand tu attaques quelqu'un, quand tu enfermes quelqu'un, quand tu poursuis, quand tu insultes quelqu'un, il sait que nous aimons ça. Mais est-ce qu'il sait ce que nous n'aimons pas? Il ne le sait pas. Les dirigeants doivent savoir ce que le peuple ne veut pas, l'esprit du peuple. Bien. Pour dire l'injustice, le peuple ne l'aime pas. Et quand le peuple n'aime pas, le peuple se signale, premièrement. Deuxièmement, les régimes se meurent, les régimes ne se bousculent pas. À l'injustice. Bien, très bien. Allez-y. Alors, ça c'est fondamental pour moi. La dernière chose que vous avez signalée, et je le dis sincèrement et profondément, je pensais que, et je souhaite encore que cette transition soit la dernière. Bien. Il y a des cadres en réserve. Vous avez mis combien de cadres à la retraite? C'est des forces vives que vous avez mis. Utilisez-les. Vous avez combien de jeunes sous les bras? Mettez-nous tous à contribution pour que cette transition ne soit pas des contradictions, des transitions de théorie, de règlement de compte, Bien. mais une transition d'apaisement pour que les Guinéens puissent goûter au bonheur collectif. Bien. Nous sommes un pays riche en matières premières, un pays riche en ressources humaines, mais un pays en retard dans le traitement des relations humaines. Voilà, docteur Gouressi Condé, vous l'avez entendu pour cette participation positive au débat public en ce moment très critique. Merci pour le volontarisme et la disponibilité. C'était tout pour cette émission. Toutes nos excuses auprès du service commercial. Demain, vous retrouverez l'équipe du samedi avec Aboubakar Diallo. Au revoir.